Emmanuel Macron et Alassane Ouattara veulent embraser la Côte d'Ivoire. Lors d'une émission hier sur France 24, les journalistes français affichent la position de la France face à la crise électorale qui se passe en Côte d'Ivoire. Précisément le troisième mandat. Contraire à l'esprit de la Constitution ? Je pense que le décès d'Amadou Gon a changé le chemin politique de la Côte d'Ivoire. Je pense que forcément, comme chez tout homme politique, il y a des forces différentes et multiples. Il y a clairement, je pense, dans l'esprit d'Alassane Ouattara, l'idée que la Côte d'Ivoire est dans une phase non pas économiquement fragile, mais dans son contexte géostratégique et dans un moment difficile, avec l'hostilité plus ou moins affichée des pays de l'AES, avec les bouleversements de l'économie mondiale, avec le tarissement des financements vers l'Afrique. Et donc il pense, je pense sincèrement que son expérience peut jouer. Il faut voir cette élection quand même dans un processus aussi, dans un continuum démocratique. C'est pas parfait, c'est pas génial, c'est pas l'aboutissement, mais on est quand même dans on en reparlera tout à l'heure, mais dans un modèle de société civile qu'il faut quand même protéger en partie, l'aider à prospérer. La France soutient clairement Ouattara dans sa forfaiture. La France a décidé de l'accompagner dans son 4e mandat. On a vu il y a quelques mois les blindés, les cargos, les chars que la France a livrés à la Côte d'Ivoire pour livrer bataille face à la population. Hier, dans ce que nous avons écouté sur France 24, la France affiche clairement qu'elle est là pour lutter pour ces multinationales. Je ne dirais pas pour les intérêts de la France, parce que nous-mêmes étant ici, nous ne voyons pas ce que ça produit, parce que la France est endettée jusqu'au cou. La France est dans des problèmes qui ne disent pas son nom. Mais malgré ça, les multinationales engrangent des milliards. La France, elle est en perte de vitesse en Côte d'Ivoire, elle qui a pourtant aidé à régler la crise post-électorale et à permettre l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara conformément au scrutin. Non, la France est un des partenaires clés de la Côte d'Ivoire. D'abord, il y a pas que le business. Je veux dire, il y a aussi, la culture, l'échange, la langue, le fait que la Côte d'Ivoire, c'est quand même pas la place forte, mais c'est quand même l'endroit où la France est le plus à l'aise dans cette région. Il y a plus de 1000 entreprises, il y a des dizaines de milliers, 1000 entreprises française. C'est le premier investisseur européen. L'Europe reste le premier investisseur en IDE en Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas du tout dans un processus d'exclusion. La France construit en partenariat, je crois que c'est Bouygues et en partenariat avec la Côte d'Ivoire, le métro d'Abidjan, qui est un chantier, on en parle peu, mais qui est une espèce de chantier du siècle. Il faut bien imaginer cette ligne qui va traverser cette mégalopole. Donc on n'est pas dans un retrait. On est dans un redimensionnement de la France, comme on le voit ailleurs, mais Abidjan et la Côte d'Ivoire restent quand même terra amicale. Ces journalistes-là se sont permis de narguer l'opposition. Ils se sont permis de narguer le président Laurent Gbagbo que Sarkozy avait fait bombarder, d'après lui vitrifié en 2011 pour pouvoir installer Ouattara au détriment de la volonté du peuple. Et ils se sont permis en fait de repasser les images là où il était en intimité avec sa femme, et les rebelles sont venus le cueillir ainsi que l'armée française et l'ONUCI. Ils se sont permis de passer ces images-là hier, comme s'ils avaient raison. Je vous rappelle que le président Laurent Gbagbo, après tout cela, est parti à la CPI, la Cour pénale internationale, et a été acquitté. Il a été blanchi, donc il a fait 7 ans de prison pour rien, à cause de Nicolas Sarkozy et d'Alassane Ouattara, que Macron veut maintenir au pouvoir après 15 ans à la tête du pays. Y en a-t-il qui constituent une réelle menace pour le président sortant ? Franchement, je pense qu'il faut être clair, il n'y a pas de menace sur ce scrutin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a campagne. Dans cette interview, on entend clairement les journalistes dire que l'opposition n'a pas de poids et que Alassane Ouattara va gagner ces élections haut les mains, que l'enjeu, ce ne sont pas les élections, mais après les élections, les législatives, et que les candidats qui ont été choisis par Ouattara, qui se battent actuellement pour gagner face à Ouattara, ne font pas le poids. Et que ces candidats-là ont pour objectif de se préparer pour les élections de 2030. Il faut craindre des débordements, ou ces mouvements-là restent sporadiques d'après vous ? Ils sont, à l'échelle du pays, c'est sporadique. Après, quand vous êtes à Abidjan, il peut y avoir un incident ici, un incident là. Mais encore une fois, je pense qu'à ce jour où on se parle, c'est
relativement calme, très calme, business as usual, comme j'ai dit, ou life goes on. Oui. Après, ils disent que tout baigne pour eux, que leurs entreprises continuent de fonctionner, tout fonctionne bien à Abidjan et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que le clan Ouattara a tout sécurisé et tout va bien se passer pour le bien de leurs intérêts. On le sent très bien aussi. Ces oppositions ont un petit peu de mal, on va en parler pour les manifestations, mais elles ont un petit peu de mal à mobiliser, elles ont du mal à rassembler. Ouais. Et en fait, l'objectif de tout le monde aujourd'hui, c'est la mobilisation, que ce soit le parti au pouvoir, avoir les électeurs, que les électeurs se déplacent. Les opposants, il faut qu'ils arrivent à exister et à faire déplacer des électeurs vers eux. Ils disent aussi que l'opposition fait des mouvements éclatés, des mouvements sporadiques, des mouvements dans lesquels l'opposition n'arrive pas à rassembler de monde. Déjà aujourd'hui. Alors, je pense que la question de la rue, qui est une question importante, d'abord, il faut la mettre dans le contexte des traumatismes que le pays a connus, la crise électorale et la quasi-guerre civile, il faut le dire, 2010-2011, les élections de 2020 qui ont été difficiles. Donc il y a un trauma et je pense que l'opinion publique d'une manière générale, après chacun dans son camp, mais l'opinion publique d'une manière générale cherche la stabilité, le calme, passer l'étape et après on discutera et on verra. Et puis il y a des législatives d'ailleurs juste après en décembre. Oui. Et donc je pense que ça c'est vraiment important. Deuxièmement, je pense qu'au niveau de l'État, du pouvoir, il y a une très forte pression pour qu'il n'y ait pas de casse. Et donc il y a des décisions, par exemple l'interdiction de manifester à Abidjan, qui sont prises et qui sont prises aussi parce que certains estiment que cette opposition dite radicale les exclut. Leur objectif, c'est de déstabiliser le processus, de faire en sorte que l'élection soit, qu'elle soit pas légitime ou qu'elle soit entachée de violence, etc. Donc on est dans un moment difficile. Mais bon, en passant 3-4 coups de fil à Abidjan, on s'aperçoit que life goes on pour le moment. Voilà maintenant pourquoi toutes les sorties hasardeuses de Téné Brahima Ouattara, du procureur, de tout le clan RHDP, on comprend maintenant pourquoi ils font toutes ces sorties-là remplies d'orgueil. Ils pensent que le peuple ne pourra pas se soulever parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont une armée, parce que la France les soutient, parce que Emmanuel Macron est avec eux. Par cette communication-là, ils sont en train de préparer un Népal bis en Côte d'Ivoire. Le procureur nous a dit que pour pouvoir faire tomber leur régime, il faut s'en prendre au bien des Français. Il faut s'en prendre aux entreprises françaises. Il faut s'en prendre aux entreprises libanaises. Il faut s'en prendre aux entreprises étrangères. Faire fermer les ambassades. C'est ce que le procureur nous a préconisé. Je pense que c'est par ces actions-là que leur orgueil va tomber. C'est par ces actions-là que les Ivoiriens vont montrer qu'ils sont chez eux sur leur terre et qu'ils vont décider eux-mêmes de leur destinée. Et donc on est quand même dans une confrontation des modèles, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, malgré tout, est parfaite ou imparfaite, elle reste, je l'ai dit tout à l'heure, un laboratoire d'évolution civile. Et que les pays de l'AES ou les pays sous régime militaire contestent en fait ce modèle en disant que mais non, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus efficaces. Bon, ça serait une autre émission à discuter et vraiment à discuter. Mais voilà, donc ça vient beaucoup. Avec l'aide de puissances étrangères. Alors, avec l'aide de puissances étrangères, alors on parle souvent de la Russie. Alors c'est vrai que les Russes regardent la Côte d'Ivoire avec un intérêt particulier, pétrole, or, cacao, etc. Mais ils n'ont pas vraiment un pouvoir d'influence aujourd'hui. Peut-être un pouvoir de nuisance, mais pas d'influence. Mais par contre, le modèle AES, là, par contre, ça peut, on peut perturber une jeunesse ou une partie de la jeunesse, en particulier celle qui est la plus déclassée, vers des modèles soi-disant révolutionnaires. Et puis surtout, dernière chose, l'idée, c'est aussi de dire que cette élection, en fait, elle n'est pas bonne. Donc on bombarde avec les images, parfois vraies, parfois fausses, mais en les remixant, et on essaie de délégitimer un processus.